T'as jamais regardé en VF Halloween? Le premier, c'est Michel Mayer. Michel Mayer, donc tu veux dire c'est le syndrome Winnie l'ourson, où Christopher Robin s'appelle Jean-Christophe quoi. Donc Michael Mayer c'est un peu le Jean-Christophe du slasher. Et puis ouais, quand elle meurt, il tue sa sœur au début. Ah mais Michel, mais qu'est-ce que tu fais Michel? Ah Michel! On dirait un message à caractère informatif. Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard? C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est l'heure de fin de séance, votre podcast ciné qui vous donne la parole, puisque vous le savez, désormais le cœur de l'émission, eh bien c'est vous, puisque nous recueillons vos avis à chaud en sortie de salle, ce qui nous permet ensuite de discuter sur les films à l'affiche. Et aujourd'hui il sera question de Halloween édition 2018 qui s'inscrit comme la suite directe 40 ans après le premier film culte signé Big John, évidemment John Carpenter. Avant de se pencher dans la deuxième partie de l'émission sur le bon et le mauvais slasher, on va essayer de vous donner quelques pistes sur ce sujet. Avec moi pour en causer, eh bien j'ai deux psycho killers de la critique. Oui, bah oui, non mais faites pas les modestes les gars. Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr. Ça va les amis? Hello, ça va. Vous allez bien? Bah oui, fraîchement mais sûrement. Bon, fraîchement, exactement. Et on salue Pierre, notre ami Pierre Delors de fanfootage.fr, mon compañeros qui n'est pas avec nous aujourd'hui. On lui fait un gros bisou. Monsieur est parti à Londres voir John Williams, ce sent John Williams en concert, puisque John Williams est hospitalisé. Mais bon, on souhaite donc déjà un bon rétablissement à John Williams. On souhaite un beau concert mine de rien à Pierre, puisque le concert est maintenu. Mais comme Pierre n'est pas là, on a décidé d'inviter Michael Myers en personne. Oui, d'ailleurs, bonjour Michael. Voilà, ça c'est fait. C'est fin de séance, épisode 20 les gars. Oh, 20. Ben ouais, épisode 20, et oui. Donc avant de commencer, je voudrais faire un tout petit remerciement, un gros remerciement même à tous nos nouveaux abonnés, tous ceux qui nous suivent. C'est très très sympa de votre part, on est de plus en plus écoutés, donc merci beaucoup, continuez comme ça, faites-nous grimper dans les classements des podcasts, écoutez, partagez, likez, on discute sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Avant de commencer la discussion les copains, je vous propose qu'on écoute évidemment les avis des spectateurs en sortie de salle sur Halloween. Ça vous dit? Allons-y. Allez, on y va. Bon, cette mission, c'est quoi? Ouais, assez positif. J'ai été assez surprise parce que j'avais pas forcément accroché au premier film de Carpenter. Là, j'ai beaucoup aimé le suspense. C'est pas un film qui vise le gore, mais qui vise plutôt la tension en fait. Et la tension est là du début à la fin. Et j'ai trouvé plutôt intelligent. Il y a peut-être un petit raté de temps à autre, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça un peu prévisible quand même. Enfin, on sait en faire d'avance ce qui va se passer, je trouve. Enfin, c'était bien, mais c'était pas le film de l'année, quoi. C'est sympa pour Halloween, pour cette période, mais après, voilà. Moi, j'avais jamais vu d'Halloween avant, non, ça m'a jamais tenté. Mais là, je trouve que même sans avoir vu ceux d'avant, on comprend ce qui se passe, quoi. Ben, c'était pas mal du tout. Ça rappelle le premier opus, surtout la musique, puis l'ambiance générale du film. J'ai vu les deux premiers, et puis après, je m'étais arrêté là pour cette série-là, mais bon, du coup, je regarderai les autres, je pense. J'ai beaucoup apprécié, vraiment, le fait qu'un slasher revienne comme ça au cinéma en 2018. C'est vrai que, étant un assez bon grand fan de films d'horreur, j'apprécie beaucoup. Dès les premières notes, pendant le générique, on a eu ce frisson qu'on avait eu à l'époque. C'est vrai que c'était resté mythique malgré 40 ans plus tard. Oh là là, non, la musique va me hanter toute la nuit. Horrible. Non, vraiment horrible. Eh oui, le thème d'Halloween, c'est vrai que cette musique, elle rentre dans la tête et elle est à nouveau signée John Carpenter pour ce nouveau film. Et d'ailleurs, avant de vous donner la parole sur le film et de savoir ce que vous en avez pensé, j'aurais aimé savoir quel était pour vous alors j'ai choisi volontairement un thème très spécifique, celui de l'exorciste, parce que je me disais quel était votre thème favori entre celui d'Halloween et l'exorciste. Moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Écoute, moi ça va être Halloween. En tant que grand fan de Big John et de sa musique en particulier. Donc je trouve que c'est une musique extrêmement simple mais extrêmement oppressante et qui n'est pas aussi pompière que celle de l'Exorciste, que j'aime aussi beaucoup, mais je la trouve beaucoup plus discrète et oppressante. Je me calais sur mon comparse, hein. C'est vrai que malgré le côté malaisant de la musique et iconique de la musique de l'Exorciste, je trouve quand même que la musique de Halloween s'impose directement aux oreilles.
Il y a quand même à côté, je veux dire, il suffit de quelques notes et on sait déjà dans quoi on est, et ça impose déjà un climat, une ambiance, une menace qui ne lâche jamais. Donc ouais. Bah, je me range avec vous, les gars. Moi, je suis d'accord. La musique de John Carpenter sur Halloween, elle est quand même pour moi au panthéon. Une courte tête devant celle de l'Exorciste, mais quand même, ça reste le thème vraiment iconique. Alors, bon, vous avez entendu beaucoup de réactions positives sur le film. Alors, on va essayer d'apporter quelques éléments parce que j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé, vous, de ce Halloween édition 2018, qui est un film particulier puisqu'il balaye d'une certaine manière les 10 précédents qui ont été faits. Je le disais en ouverture, il s'inscrit comme étant la suite directe. Moi, j'ai moyennement été convaincu par le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va y revenir en détail, mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Qui veut commencer? Bah moi c'est un film qui Allez, Julien, vas-y. C'est un film qui pose un problème dans le sens où je ne peux pas dire que ça soit un bon film, mais je peux pas dire que ça soit vraiment un mauvais film non plus. Ouais. Si tu veux, moi quand j'ai vu le film, j'étais avec une personne qui m'a dit c'est quand même le meilleur épisode réalisé depuis le premier. Depuis John Carpenter en termes de mise en scène. Ouais. Je fais ouais ok, mais cette personne je lui demandais mais tu trouves pas que c'est totalement vain comme film? Et on était d'accord, c'est que moi quand le film s'est fini, j'étais mais So what? Ouais, parce que donc on est 40 ans après le premier épisode, donc on balaye totalement la mythologie qui s'est installée depuis le temps. Donc, mythologie avec laquelle on peut ne pas être d'accord sur le côté frère et sœur de Michael Myers. Non, parce que pour ceux qui connaissent pas la franchise, et parce que moi, même avant d'avoir vu le film, j'étais au courant un peu de la mythologie du truc. Et quand j'avais vu le film de John Carpenter, j'étais étonné que on dise pas que Laurie Strode soit la sœur de Michael Myers, donc Laurie Strode, l'héroïne du film. Et ça m'avait un peu déconcerté. Et en fait, ça c'est un élément qui est installé dans le deuxième film, donc le film de 1982, je crois, en tout cas de Nick Rosenthal. Et c'est bon, on peut penser ce qu'on veut de ce coup de théâtre qu'il y avait à la fin du film, mais le film, cet élément s'est imposé dans le canon de la mythologie Halloween pendant 40 ans, et même le H20 Halloween 20 ans après. Qui lui était la suite des 2 premiers. Attention, faut suivre. Ouais, faut suivre. Avait gardé cet élément. Les remakes de Rob Zombie avaient gardé cet élément aussi, mais pas en faisant un. Comment dire? C'était pas mal, Rob Zombie, ce qu'il avait fait en 2002-2006. Il y avait une proposition. On pourra en reparler, mais il y avait une proposition. Et là, c'est que j'ai l'impression de voir plutôt un fan film. Alors, très bien fait au niveau de la mise en scène, mais le problème est coincé entre son hyper révérence au film matriciel de John Carpenter, où il reprend plein de gimmicks de la saga. Il reprend plein de gimmicks aussi d'anciens épisodes qui balayent, comme par exemple une des meilleures scènes du film pour moi, c'est la scène dans les toilettes publiques de la station-service, qui est directement repris de H20, donc celui-là qui déjà faisait table rase des précédents épisodes. Et là qui lui donne quand même une dimension horrifique un peu plus poussée, en tout cas costaud, plus dans notre époque. C'est vrai. Et donc c'est assez bizarre, le film on sait pas sur quoi il veut jongler en fait, et le film ne se permet pas vraiment de prendre de liberté avec sa mythologie, et donc de redonner une espèce de regardez, et si ça se passait 40 ans après, et si Laurie Strode n'était pas la sœur de Michael Myers, qu'est-ce qui se passerait? Et il se passe pas énormément de choses en fait. Ah si, Laurie Strode est devenue une survivaliste. Une survivaliste, mais qui est jamais posée. Enfin, qu'on te présente comme une outcast, un peu comme Linda Hamilton dans Terminator 2, Sarah Connor. Mais qui en même temps n'est pas tellement une paria, parce qu'elle débarque. J'ai oublié. Haddonfield, la ville. Elle débarque dans la ville, personne n'a l'air surpris de la voir, donc c'est qu'elle vient là souvent. Elle vient rendre visite à sa petite fille, à sa fille fréquemment, donc elle est pas si isolée que ça. Et le personnage a l'air, on veut lui donner une dimension badass, tout ça, mais finalement le scénario est tellement je ne vais pas dire incohérent parce que ça serait trop exagéré, mais le film est tellement balbutiant au niveau de la caractérisation des personnages qu'en fait cette façon dont nous présente le personnage ne tient pas très longtemps en fait. Moi je trouve qu'il y a aussi, au-delà de ça, il y a une écriture assez beauf en fait.
Vas-y. Ça c'est Danny McBride aussi qui a coécrit le scénario avec David Gordon Green. Danny McBride, c'est un acteur comique assez connu qu'on a pu voir dans Vice Principals, dans Kenny Powers. Eastbourne. Kenny Powers, exactement, ça c'est le titre français entre guillemets, qui joue toujours ce rôle d'américain moyen, très beau. En fait, t'as l'impression avec son mulet. Exactement, avec son mulet. Et t'as l'impression que l'acteur... Et qu'on a pu voir, qu'on a pu voir dans Alien Covenant. Dans Alien Covenant, c'est vrai. Oui. Et là, t'as l'impression qu'effectivement, l'acteur a pris le pas sur... Plutôt, le personnage a pris le pas sur l'acteur, parce que j'ai l'impression que c'était effectivement écrit par Kenny Powers. Donc le côté très Americana, fascination des armes... Le père de famille, là, qui est donc le père de le mari de la fille de Laurie Strode, qui commence le film avec 2-3 vannes autour de sa bite. Enfin, c'est un peu gênant quand même, non? Je trouve ça bon. Oui, parce que c'est pas le truc que j'ai retenu du surtout quand film. T'as ces personnages-là qu'on n'essaye même pas vraiment de t'installer, sauf par des références au premier. Il y a le policier qui est joué par Patton, je me rappelle. Oui, Patton. Qui on te dit, moi j'étais jeune premier à l'école de police la nuit des premiers événements, tout ça, et ça ne mène à rien. Ouais. Et tu as des personnages comme ça c'est blindé personnages comme ça qui disparaissent dans le film de manière, on va pas le dire, de plus ou moins violente, et tu t'en moques en fait. Ça n'a pas d'importance, c'est juste de la chair à se lâcher, j'ai envie de dire. Pas mal. Ils sont juste là pour donner le quota le body count du film, quoi. Mais il n'y a aucun personnage secondaire qui accroche vraiment. Et je sais pas si tu voulais parler par exemple des... Ouais, Ilan, parce qu'on a même pas... On t'a coupé. Qu'est-ce que t'as pensé du film, toi? Alors... moi, le film, je suis pas fan du film, mais je suis peut-être un petit peu moins difficile que Julien, même si j'ai exactement les mêmes arguments que lui. C'est pour ça que là, ça m'emmode de passer derrière Julien, parce que là, on a exactement les mêmes arguments, jusqu'à avoir eu la même pensée sur le personnage de Jamie Lee Curtis. Moi aussi, elle m'a beaucoup fait penser à Linda Hamilton dans Terminator, et pourtant, on n'était pas du tout dans la même salle, lui et moi. C'est pas vrai. Vous et faites effectivement des choses séparément. On fait des choses séparées, ouais. Je fais quelques petites infidélités, mais Halloween, je les trompe avec toi pour Halloween 1, on l'a vu ensemble. Et effectivement, Halloween, je m'en souviendrai plus pour sa mise en scène que pour son scénar. C'est-à-dire que c'est extrêmement léché au niveau de la mise en scène. Il y a quelques idées sympas, assez graphiques, c'est pas mal. Mais c'est un film qui est prisonnier du syndrome, comme tu disais, Julien, fan film. C'est un fan film pur et dur qui ne propose rien d'autre que ça. Sur le papier, c'est pas très bandant ce que ça propose. Les personnages sont pas spécialement intéressants. Même Jamie Curtis, même si elle joue très bien et qu'elle en impose, son rôle de survivaliste, t'y crois pas trop. T'y crois pas trop. Et puis ça te fait poser des questions un peu sur où se situe le film, parce qu'on parlait tout à l'heure du côté beauf du film, et là t'es en plein dedans, si tu veux. Elle a des armes un peu partout, elle croit en la fin, elle s'arme comme si ça allait être la fin du monde. On se demande si à un moment donné il n'y a pas eu en même temps avec ce qu'elle a vécu, on peut comprendre qu'elle oui, non mais d'accord. Mais en même temps, en faisant l'impasse sur tous les autres films, Halloween 2 et H20, je trouve que sa psychose est un peu moins compréhensible, parce qu'au moins dans Halloween 2, effectivement, elle était tout de suite repourchassée par Michael Myers. Et voilà. C'était 3 minutes après le premier film. Et H20, elle était pourchassée 20 ans après, donc tu avais ce côté de malédiction, de quelque chose qui était increvable et inéluctable et qui allait toujours la poursuivre. Et dans H20, on va préciser qu'elle était proviseure, elle devenait proviseure. Sous un autre nom, elle se cachait. Elle avait changé son nom, Voilà, et puis elle avait un fils, etc. Et là, en fait, elle se prépare à l'inévitable. Donc Michael Myers va revenir pendant 40 ans. On nous la présente comme la femme, la superwoman, machin. Et dès qu'il faut rentrer dans l'action, elle fait n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Et moi, il y en a beaucoup qui m'en ont... il y a vraiment des fans du film et qui m'ont parlé, non mais c'est super intelligent, je veux dire, tu regardes la première scène avec Michael Myers, il est sur un échiquier, donc ça va être une partie d'échecs, tout ça. Et tu dis, ouais mais d'accord, mais c'est quoi l'attaque de... comment attaque Laurie Strode? Eh ben toujours avec un cran de retard. Et
jusqu'à la fin où voilà, retournement de situation, tout ça. Mais on a l'impression qu'elle est totalement paumée à chaque fois. Et c'est juste qu'à un moment, bon, elle lui tire dessus. Et puis voilà quoi. Donc en fait, tout a l'air improvisé. Et donc c'est pour ça que je trouve que le personnage, en fait, cette dimension badass du personnage ne tient pas parce que tout d'un coup, le personnage commence, elle est toujours pris au dépourvu et elle fait vraiment n'importe quoi. Il y a des moments, je me dis, franchement, vous auriez pu réfléchir un peu quand même à un autre, comment dire, un autre affrontement un peu plus péchu, un peu plus. Là, c'est un peu pauvre, quoi, j'ai trouvé. Bah, surtout que le nouveau rapport de force que veut instaurer le film, qui est à savoir que le chasseur devient la proie, mais est absolument pas exploité. Non, c'est juste, elle a juste l'ascendant à un moment quand elle lui tire dessus. Mais il arrive à s'enfuir et après elle n'a plus du tout l'ascendant, quoi. Donc le côté oui, la proie devient le chasseur devient la proie et la proie devient le chasseur, c'est un peu plus, enfin c'est dans la note d'intention, mais dans les faits ça passe à côté, ouais. Et puis il y a une espèce après coup, il y a une espèce de récupération un peu opportuniste sur le mouvement MeToo, parce que tout d'un coup Halloween est devenu le représentant de ce mouvement, alors que je ne pense pas qu'au moment de l'écriture c'était quelque chose qui était en tête dans la tête de McBride. C'est surtout ça parce qu'il y a le logo Miramax au début du film, donc Miramax Harvey Weinstein, mais voilà, mais j'ai l'impression que les gens extrapolent vachement dessus et fantasment le film plutôt ce qu'il est. Et dans les faits, non, ce côté MeToo, parce que maintenant, même Jamie Lee Curtis, elle s'en revendique, elle dit que Halloween, le nouveau Halloween, est un film MeToo. Tu dis, ouais, non, mais enfin, c'est un peu opportuniste votre truc, parce que dans les faits, quand même, les personnages féminins, c'est pas la panacée, quoi. Et c'est drôle ce que tu dis sur l'idée de fantasme, parce qu'effectivement, on peut voir tout le film comme un fantasme de David Gordon Green. Et si j'avais fait mon Halloween. Donc David Gordon Green, moi j'ai un rapport assez ambivalent avec ce mec, parce que c'est un type qui est capable du pire comme du meilleur, qui peut te faire des films d'auteur à la Joe avec Nicolas Cage, comme des trucs ultra beaufs avec Danny McBride, c'est un mec incassable, il fait des films totalement différents les uns des autres. Il a fait un film en début d'année qui s'appelait Stronger avec Jake Gyllenhaal, un drame biopic où Jake Gyllenhaal perdait ses jambes. Pendant le marathon de Boston. Marathon de Boston. Mais c'est quelqu'un qui est issu de la comédie au départ, donc mais il fait des films très différents. Ouais, et ce côté fan, je pense que ça peut vraiment, véritablement phagocyter un film. Voilà, un premier film de David Gordon Green que j'ai vu, il me semble que c'est lui qui l'a réalisé, arrêtez-moi si je me trompe, un film qui s'appelle L'autre rive. Alors je pourrais pas te dire là. Et qui était avec chasseur. Voilà, exactement, avec Jamie Bell et c'était. Le problème, c'est que c'est un gros rip-off de La Nuit du Chasseur. S'il y a un film pour moi auquel il faut absolument pas toucher, c'est La Nuit du Chasseur. Et quand tu parlais tout à l'heure de Rob Zombie, effectivement, ce qu'avait fait Rob Zombie avec Halloween était une vraie proposition. Et c'était intéressant dans la mesure où ce Halloween-là, c'était Michael Myers dans l'univers de Rob Zombie. Tandis que là, en fait, on a David Gordon Green dans l'univers de Michael Myers. Ce qui change totalement les choses. Ça veut dire que t'as pas vraiment de regard sur le mythe. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y avait des choses à faire, surtout aujourd'hui, et que David Gordon Green se contente de faire un film de bon élève. Et alors justement, est-ce que c'est pas prétentieux un peu de sa part de s'inscrire comme étant le film, la suite directe en balayant tout? Moi j'ai cet arrière-goût comme quand par exemple je repense à Neil Blomkamp qui veut se lancer dans Alien en balayant Alien 3 par exemple. Alien 3 et 4. Là le prochain Terminator qui s'inscrit comme étant la suite directe du 2. Enfin tu vois, même on pense ce qu'on veut des films qui ont été faits derrière. Je suis vraiment pas un fan, tu vois, de tous les autres Terminator, mais t'aimes pas Terminator Genesis? Non. Mais tu vois cette espèce... Bon, je me casse de ce podcast. Mais cette prétention qu'ont ces nouveaux réalisateurs de relancer une franchise et de se dire non, tout ce qui a été fait, et 10 films quand même ont été faits, n'ont pas existé, moi je suis la suite directe. C'est pas de la prétention, pour moi c'est un peu du révisionnisme. Et, alors oui, les films généralement d'Halloween sont pas très bons, les suites, les Terminator qui ont suivi Terminator 2 n'étaient pas tous merveilleux, mais c'est vrai que cette envie de vouloir tout balayer parce qu'on a conscience que on a fait des erreurs, tout ça. C'est un peu perturbant, alors que par exemple tu prends un mec comme Sylvester Stallone, quand il a fait Rocky 6 ou Rambo 4, il a jamais effacé le reste de la franchise, mais il avait conscience qu'il y avait eu des ratés et il a voulu terminer sur une bonne note, et ça moi je trouve ça beaucoup plus appréciable que des mecs qui se prétendent on va tout balayer, et pour essayer de refaire un truc, une chronologie propre, bien propre sur elle, tu vois, et qui finalement n'est
enfin, c'est pas qu'elle est pire ou elle est meilleure. Ce qu'il y a, c'est que c'est juste, ça n'a pas de saveur en fait. Et je trouve ça même étonnant d'ailleurs que John Carpenter valide ce genre de truc, parce que quand on voit les autres films qui ont été faits après le premier, il était producteur dessus. Donc tu vois, il avait son mot à dire, il a signé la musique et tout. Là, on vient le voir, on lui dit voilà, on propose ce type de film qui est la suite directe. On balaye un peu ce qui a été fait après, donc sur le côté frère-sœur avec Michael Myers, le côté parental. Qu'est-ce que t'en penses? T'étais chaud, tu viens avec nous? Lui, il dit ok, très bien. Ouais, et puis je signe, tiens, je vais signer la musique pour vous, ce qu'il n'avait jamais fait, quoi. Mais en même temps, si faut comparer aussi avec tous les autres remakes de films de Carpenter qu'on a eu, qui étaient quand même miteux. Là, on peut dire ce qu'on veut de Halloween, sur lequel on est tous les trois très mitigés, mais ça reste un niveau au-dessus de tous les autres remakes carpenteriens. C'est sûr que c'est pas The Fog, quoi. C'est pas The Fog, et c'est beaucoup plus respectueux de l'esprit du film original. Je pense que le côté révérencieux, là, sur ce coup-là, ça a dû vraiment plaire à Carpenter. Il y a quand même, pour moi, c'est quand même, ça reste je me suis posé la question en sortie de séance. Je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un slasher au cinéma. On revient avec une franchise, avec une marque. Est-ce que c'est un film qui peut être un marqueur pour cette nouvelle génération? On a entendu là dans le micro-trottoir, il y a pas mal de gens qui ont envie justement de se plonger dans la franchise maintenant. Ah bah bien leur en face, hein, allez-y, parce que pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais si au moins ce film peut apporter une curiosité par rapport déjà, ne serait-ce qu'à l'original et consolider encore l'aura culte de ce film, moi je dis pourquoi pas, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, c'est dommage de se retrouver avec un film qui soit mi-figue mi-raisin et que finalement on peut même pas trancher et dire voilà, bravo, ça c'est très mauvais ou c'est très bon, quoi. Non, c'est juste que pour moi c'est vraiment un film problématique et qui a des qualités mais aussi des gros défauts. On va pas parler de la révélation du professeur. Non, on va éviter de spoiler. Mais qui est quand même le nouveau Loomis. Mais alors là, qui est vraiment d'une débilité sans nom. C'est un retournement de situation que personne n'a vu venir parce que ça n'a aucune cohérence. Et voilà, c'est. Justement, ça c'est le dernier reproche que je peux faire au film, qui est bien propre, qui ne dépasse pas et tout ce que tu veux, mais qui est aussi symptomatique de ce besoin de constamment devoir théoriser sur un mythe. Et là, on va théoriser sur le mal, sur Michael Myers. C'était fait de façon beaucoup plus pertinente chez Rob Zombie, mais là, c'est totalement vain. Donc c'est aussi symptomatique de cette mouvance. Non, mais c'est comme je disais, il y a vraiment un problème sur le personnage, et moi je termine sur ça. C'est que tu prends par exemple la petite fille de Laurie Strode. Au départ, on nous la présente comme ça va être la nouvelle Laurie Strode pour la nouvelle génération, pour inclure. Et finalement, il lui arrive pas grand chose. Elle subit pas vraiment les mêmes épreuves que sa grand-mère, et donc elle n'a pas l'aura qu'a eu Jamie Curtis avec ce rôle. Et pareil, la fille de Laurie Strode qu'on te représente comme quelqu'un qui renie sa mère, c'est fou, ça. qui lui dit oui, tu m'as éduqué pour affronter cette menace dont je ne comprends rien, et qui pendant tout le film est complètement paumé, et tout d'un coup se retrouve je suis la fille de ma mère, et je suis aussi badass qu'elle. Et ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Il est incohérent, son personnage. Et ce qui fait que les personnages n'accrochent pas. Et c'est pour ça que, pour moi, je trouve le film vraiment vain. Et c'est terrible de... Bon. Oui, sur le fond, il est totalement vain. Mais il n'est pas inintéressant sur la forme. C'est le mot qu'a également utilisé Pierre pour le film. Il me dit, tu diras aux autres que je l'ai déjà oublié. Donc comme ça c'est clair. Néanmoins, moi je sauverais quand même quelques moments qui fonctionnent plutôt bien à mon sens, mais c'est vraiment disséminé comme ça dure quelques secondes, notamment quand Michael Myers, il y a un plan séquence où il lui suivait de dos. La machine de mort se met en marche. Il y a la musique de John Carpenter derrière qui fonctionne plutôt bien quand même, qui iconise un tout petit peu heureusement qu'elle est là, hein, d'ailleurs. Regardez le générique, c'est même ça, au moins ça remet, comme je parlais, de cette ambiance directement, cette menace qui est là directement, et c'est encore grâce à John Carpenter. Heureusement. Merci papy Carpenter, merci Big John. Voilà, on a fait le tour de la question sur le film, et désormais les gars, on va se poser une question. Mais au fait, c'est quoi un bon slasher ?
Et oui, parce qu'il y a le bon et le mauvais slasher, un genre horrifique bien spécifique à mon sens qui lorgne souvent vers le thriller. Donc je voulais savoir un peu ce que vous aviez à dire sur ce sujet-là. On va essayer de donner quelques pistes à nos auditeurs. Quels sont pour vous les bons ingrédients et les pièges à éviter dans la conception de ce type de film, en termes de formule, en termes d'ambiance, de violence? Est-ce que ça doit être quelque chose qui est assez gore ou pas? Est-ce que ça il doit y avoir une certaine retenue dans le déroulé, dans les mises à mort, le psycho killer? Aucune retenue, monsieur. Non, mais même le psycho killer. Tiens, est-ce que le psycho killer doit être une icône du cinéma, une icône du genre ou pas? Vous avez 4 heures. Bon, sur les bons ingrédients déjà, qu'est-ce qui fait pour vous un bon slasher? Alors le bon slasher, vas-y je t'ai laissé. Le bon slasher, c'est le tueur, il voit un jeune, il tranche. Voilà. Et le mauvais slasher, il voit un jeune, il tranche quoi. Mais c'est un bon slasher. Voilà. D'accord, okay. Ça c'est fait. Fallait passer par là. Je suis désolé, tu parles de bon et mauvais slasher. Je t'avais prévenu avant qu'on la ferait. Alors pour moi, je sais pas. Moi j'ai un rapport. J'aime beaucoup le slasher en tant que tel. Je pense que le slasher a perdu un peu de sa superbe à partir du moment où il est devenu beaucoup trop méta et cynique. C'est-à-dire que la seule exception à la règle, ça a été Scream, qui pour moi a à la fois ressuscité et tué le slasher. Donc toi tu fais partie de ceux qui pensent que Wes Craven a quand même fait du bon boulot. Ah bah pour moi, oui, Wes Craven a fait du bon boulot avec Scream, et en même temps, comme je te dis, c'était son champ du cygne dans tous les sens du terme. Mais le bon slasher, je pense que c'est celui qui s'autorise quand même une certaine folie, une certaine efficacité, qui sait comment retranscrire la tension. Si tu veux. Si t'as un slasher qui est un peu trop pantouflard, où tu arrives tout de suite à tu vois le tueur avec ses charentaises qui commence. C'est vrai que s'il arrive avec un couteau en plastique, ça déconne. C'est problématique. Ça le fait pas trop, mais je pourrais pas te dire. Enfin, c'est très bien. Enfin, c'est une question qui est assez complexe dans un sens, mais je dirais, ouais, c'est ça, une efficacité dans la manière de retranscrire la tension et de pouvoir proposer des meurtres inventifs. Il faut que tu puisses quand même t'amuser d'une certaine manière dans un slasher pour instaurer une espèce de distance. D'accord, mais est-ce qu'il faut qu'aussi tu aies une empathie pour les targets, enfin les moi j'ai que de l'empathie pour les tueurs. Voilà. Mais oui, bien sûr, pour les personnages, il faut que tu aies une certaine empathie, parce que il faut que cette idée aussi de cruauté soit retranscrite dans les meurtres. Sinon, tu regardes ça de manière totalement désintéressée, voilà, et totalement désincarnée. Ça devient un film Tefal, quoi. Pas mal, bravo. Vas-y, Julien. Ouais, c'est un peu le problème du mauvais slasher, en fait, c'est qui a un genre quand même assez répétitif, faut bien l'avouer, et où les personnages n'ont jamais été vraiment la grande force du scénario, où voilà, on avait des Jones, qui avaient les hormones qui travaillaient, qui étaient attirés par une chose, voilà. Donc l'âge d'or du slasher, c'est quand même les teen movies des années 70, 80, ouais, quand même. Et donc voilà, et donc on est réduit à des ados qui veulent copuler ensemble et qui vont. Mais non, ce sera pas ce soir. Et qui vont pas pouvoir parce que voilà, il y a un petit jaloux qui va se mêler dans. Il y a un grain de sable. Voilà. Et donc ça a été souvent réduit à ça, et donc c'est des personnages à lesquels on s'intéresse pas, et qui fait qu'on a des films un peu mécaniques et qui moi m'intéressent pas beaucoup. J'avoue que le slasher, c'est pas vraiment ce que je préfère dans le cinéma d'horreur. Pour moi, il y a très peu de très bons clients dans le genre, parce que pour moi, voilà, le must, ça a été Halloween. Qui est... Pas Vendredi 13 ? Non, parce que je trouve que c'est très faiblard au niveau de la mise en scène. Enfin, oui. Et qui tombe plus vers le giallo, un peu qui est comme un genre précurseur du slasher. Et donc ouais, Halloween a créé le genre, et pour moi déjà il y avait déjà tout dit, en fait, tout était fait, et après il n'y avait plus qu'à répéter. C'est pour moi ce que j'aime dans Halloween, c'est son côté direct. Parce que moi, mon boogeyman préféré, c'est Michael Myers, parce qu'en fait, c'est l'incarnation du mal pur. C'est qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas. Michael Myers, c'est juste le mal qui se met en marche. Basta. Il n'y a pas, on tourne autour du pot, on fait des blagounettes. Voilà, c'est le mec, il voit un jeune, il tranche, quoi. Et c'est un bon slasher. C'est une machine de mort, et voilà. Et il y a cette efficacité dans le Halloween originel. C'était pur. Qui fait que déjà, c'est déjà le film, originel, matriciel,
est terminal pour moi. C'est que voilà, tout le genre est condensé dedans, et après il n'y a plus vraiment matière à innover, même si Wes Craven a apporté quelque chose de l'ironie, du second degré et une lecture méta du genre. Mais après voilà, pour moi c'est juste du cinéma d'exploitation un peu bas du front qui est un peu le parent pauvre du cinéma d'horreur. Mais c'est un avis personnel. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs et je pense qu'ils s'amusent de ce côté un peu recette, un peu où ça devient plus fun qu'angoissant. Et moi, c'est pas trop ce que j'attends en fait. D'accord. Mais il y a aussi un aspect ludique dans Slasher que moi j'aime bien, c'est ce côté who done it. Tu sais, où tu dois deviner qui se cache derrière le masque du tueur. T'as une espèce de Cluedo qui est assez rigolo. Moi, j'en ai vu des tas des slashers. À un moment donné, je me suis fait une cure de slasher. Je pense que j'en suis pas ressorti totalement indemne. Oui, mais c'est ce que j'étais en train de me dire, effectivement, en te voyant. C'est pour ça. Mais je m'amusais toujours à essayer de deviner l'identité du tueur qui se cachait derrière le masque, et même ce ludisme se retrouvait dans la mise en scène des meurtres. D'accord. Donc il y a ce côté qui tranche entre guillemets avec le champ lexical de ce podcast. Ça va être le leitmotiv du podcast. Donc il y a ce côté ludique, inventif, qui détonne, que j'aime aussi dans Slasher. Mais c'est pas toujours réussi. Il y a des slashers où l'identité du tueur est totalement conne, et tu sens que ça a juste été écrit à la dernière minute parce que tiens, on les a tous tués. On met qui en fait comme tueur? Donc voilà, c'est un numéro d'équilibriste qui est parfois difficile à trouver. D'accord, ok. Oui, écoutez, je suis pas loin de penser la même chose que vous. Du coup, j'ai quelques films à vous soumettre, les amis. Il y a un peu de bruit là. Bon, on va s'en sortir. J'ai une série d'une quinzaine de films. Vous allez me dire si c'est plutôt slasher ou plutôt vraiment film d'horreur. Psychose, Hitchcock. C'est pas vraiment slasher, mais c'est un film qui, avec Le Voyeur de Michael Powell, a influencé énormément Halloween, et qui donc est quand même l'avant-garde du slasher. Ilan? Je suis tout à fait d'accord avec mon comparse. Massacre à la tronçonneuse. Là on est dans l'horreur, je dirais. On est dans l'horreur qui a été franchisé, parce que oui, effectivement, Leatherface est devenu une icône, mais est-ce que là on reprend vraiment les codes du slasher de manière classique? Quand même, hein. Ouais, mais pour moi, Massacre à la tronçonneuse, c'est autre chose. Il y a une tournure, il y a une autre tournure. C'est une radiographie d'une certaine Amérique. C'est un film qui met en image certaines peurs qui vont au-delà du slasher pour moi. Et puis c'est un film qui a une aura assez spéciale dans le cinéma d'horreur, toujours confondu, donc ce qui fait que c'est difficile de le mettre dans une case en fait. C'est vraiment un film à part, Massacre à la tronçonneuse, je trouve. Freddy. Oui, ça change. Oui, pour moi c'est un slasher. Oui. Shining. Ah non, pas du tout. Non. Tu dirais oui? Ah non, moi pas du tout. Non, même pas sur la dernière partie. Non, je dirais que ça soit le roman ou le Stanley Kubrick, non, ni l'un ni l'autre. On est vraiment dans deux sphères différentes pour moi. Mais on reprend pas du tout les codes du slasher. La colline a des yeux. Oui. Moi j'irais plus survival. Ouais, ok. Je suis plus dans le survival, à la Détour mortel. Ces films-là, on voit des espèces de tarés super moches qui coursent des Américains. Maniac Cop. Maniac Cop? Ouais. Oui, moi j'irais slasher. Mais alors, avec un autre point, on connaît l'identité du tueur immédiatement, et on s'attache à sa psychologie. Donc c'est assez compliqué comme question là. Je bute. Candyman. Là pareil, on est dans un autre univers, une autre ambiance, une autre ça joue sur une autre corde sensible. Pour moi, on est dans l'horreur parce qu'on est aussi dans le domaine du fantastique pur. Ouais, que t'as pas dans le slasher, le slasher entre guillemets, je mets de grosses guillemets, attention, regarde mes doigts. Oui. Peut-être aussi ancré dans une certaine réalité, dans quotidien. La mesure, voilà, on peut s'identifier. Dans la mesure où le tueur n'a pas forcément de force surnaturelle, n'est pas un fantôme, n'est pas c'est a priori c'est un mec lambda qui a pété un câble. Ouais, et puis c'est t'attends de Candyman à une espèce de de régularité dans les meurtres, tout ça, tu risques d'être déçu quand même. Hit, ça. Non, je pense qu'on est encore même dans chose. Je pense qu'on est dans le même domaine que. On est vraiment dans l'horreur. On est dans une incarnation d'une peur, mais d'un autre type.
Alors j'ai un autre exemple qui m'a beaucoup surpris parce que effectivement cette liste là vous en doutez bien, je la sors pas de mon chapeau, je me suis un peu renseigné et il y a un film qui revenait souvent dans la liste des slashers, c'était Destination Finale. Oui, dans un sens, parce qu'on a une espèce de tueur en série qui est la mort, mais t'as un côté aussi inventif dans les mises à mort, et c'est souvent des jeunes en plus qui sont tués. Et puis la mort n'est plus personnifiée en plus. Oui, voilà. Donc moi je dirais oui. Et puis oui, pour la bande de personnages aussi inintéressants les uns que les autres, oui. Je pense qu'on est vraiment dans ce slasher. Haute tension d'Alexandre Aja. Alors on est clairement, dans le slasher qui vire un peu aux psychoses, donc oui, on reste dans le slasher, mais un peu tordu. American Nightmare 1, le tout premier, The Purge. Dans la maison avec Ethan Hawke. Non, on est plutôt dans le thriller horrifique, survival en huis clos. Quand même, l'invasion, le home invasion. Oui, mais c'est un home invasion. Mais voilà. Là, on serait plus du côté de Assaut de John Carpenter que de Halloween pour moi. D'accord, ok. Don't Breathe. Non, parce que là, on est plutôt dans le home invasion inversé pour moi. C'est la menace. On va chez la menace et pas la menace qui vient à nous. Ouais, mais la menace quand même s'active et elle ferait bien son 4 heures. Mais c'est vrai que le personnage joué par Stephen Lang, pardon. En fait, j'allais dire Stephen Daldry, c'est horrible. Non, pas du tout. Hein. Donc Stephen Lang est, moi, c'est un personnage très impressionnant, quoi. Et je pense que tu peux le mettre au panthéon des boogeyman, quoi. Ah. Et surtout, je pense qu'ils vont faire une suite. Il me semble qu'il y avait une suite qui était en. C'est ça en fait. Le slasher, l'incarnation du mal dans le slasher doit être un boogeyman. Un boogeyman, le croque-mitaine. Le croque-mitaine. Très bien. Bon, vous avez d'autres recommandations peut-être sur le genre sur ces films-là, moi j'en ai plein. Deux là, comme ça, de tête. Alors, est-ce qu'on est là? On est à la lisière entre le giallo et le slasher, mais je dirais Bloody Bird de Michel Soavi. Qu'on peut traduire qui s'appelle Stage Fright en French Fries. Stage Fright. Ah d'accord. French Fries, non, ça c'est McDonald's. Thomas a faim. Oui. Bloody Bird et Meurtre à la Saint-Valentin, que j'avais déjà cité tout à l'heure. D'accord. Julien, à toi. Pour rester dans les boogeyman, en fait, mon boogeyman préféré après Michael Myers, c'est Chucky. Ah, putain, enfoiré. Donc tu n'as pas perdu ton Peter Pan, en fait, il y a toujours... je voulais dire la même. Mais oui, évidemment. Bon. Parce qu'il est sympa et puis quand t'es gamin, c'est quand même flippant, quoi. Parce que tu te dis, putain, le truc le plus rassurant du monde devient tout d'un coup une menace. C'est rassurant quand même, la poupée au départ, elle est un peu freaky quand même. Hein. Dans le cadre du film, mais dans la réalité, enfin, c'est un doudou, c'est une filleule, on en avait tous. Et c'est pour ça que je dis ça doit être le truc le plus rassurant du monde, quoi. C'est ton jouet, Moi j'ai été traumatisé par Chucky. Hein. Ouais. Je l'ai vu très très jeune, je suis tombé dessus par hasard quand j'ai eu 8 ans, c'était mon premier souvenir de slasher et ça m'est resté gravé. Voilà. Bon, je sais quoi t'offrir pour ton anniversaire. Oui, merci. Bon bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis, vous nous dites sur les réseaux sociaux quel est votre slasher préféré et on attend évidemment vos avis sur ce Halloween 2018. Allez, merci à Sarah, Lise, Léa, Marine, Vincent et Mickaël pour nous avoir accordé quelques instants au micro de Séance Radio en sortie de salle. Donc si toi aussi tu vois le petit micro Séance Radio, n'hésite pas, viens me voir, viens discuter avec moi, ça va être sympa, tu vas voir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les spectateurs, sincèrement. Merci Ilan et Julien, merci les copains. Merci. On vous retrouve très vite et on peut vous lire sur... Twitter, CinéVibeFR. Est-ce que c'était la bonne réponse, Michel? Oui, le mec ne connaît plus le nom de son blog. Ok, cinevibe.fr et sur Twitter @cineVibeFR. Voilà, très bien. On remercie également le Hurling Pub que je n'ai pas mentionné en ouverture tout à l'heure, donc merci à eux. Pour nous retrouver, c'est très simple, sur séanceradio.com, sur Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify, très important. Abonnez-vous à Spotify les copains, fin de séance, c'est très très facile pour nous retrouver. Voilà, partagez, likez, commentez, la discussion se poursuit sur les réseaux sociaux. @fin_séance ou #fin de séance. Et puis d'ici là, on vous souhaite un bon ciné, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à très vite. Bisous. Salut tout le monde, ciao. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok.